1738. Fondé en 1738. Le bâtiment, on sait qu'il est finalisé en 1752. Donc Arnel Rally, architecte, urbaniste et docteur en histoire. Je suis heureux de vous accueillir dans ce qui est un théâtre de la vie diplomatique et consulaire de la Régence de Tunis depuis le XVIIe siècle. Nous sommes à la place de la Marine, on appelait aussi la place la Vigerie à l'époque du protectorat français, et qu'on appelait aussi la place de la Bourse. En réalité, cette place est un théâtre donc, diplomatique et consulaire, et derrière nous, on peut observer des restes, des témoins, qui sont en fait des bâtiments très importants pour le paysage urbain historique de la ville de Tunis, et qui donc renvoient à une époque révolue, celle où cette place accueillait les plus grandes représentations consulaires européennes, essentiellement à Tunis. Vous pouvez admirer la façade de style néo-mauresque du consulat de Grande-Bretagne. Il faut savoir que cette architecture a énormément évolué. Aujourd'hui, ce que l'on a, c'est un témoignage de l'architecture de 1913-1914, donc en style art-byzance, comme on l'appelle à Tunis, lourdement rénové avec beaucoup trop de couleurs. Il y a une dizaine d'années de cela, mais le bâtiment est là, c'est l'essentiel. Et il faut savoir que ce bâtiment a succédé à un autre qui a été édifié en 1826 et qui était, lui, un bâtiment d'architecture maltaise. Pourquoi? Parce que la Grande-Bretagne, après les grandes guerres napoléoniennes, est désormais le voisin direct de la Tunisie. La Grande-Bretagne possède l'île de Malte et a colonisé Malte. C'est donc un voisin important pour la Tunisie, un partenaire commercial, mais un voisin qu'on peut aussi considérer comme gênant de par sa puissance de feu. Alors, à l'emplacement de ce bâtiment néoclassique que nous voyons sur notre droite, s'élevait le consulat général du royaume de Suède. Celui-ci a été fondé en 1738 à Tunis et rapidement c'est une famille, la famille des Tullins, qui va avoir le droit de représenter, le privilège de représenter la Suède à Tunis. Le bâtiment s'est transformé à la fin du 19e siècle en hôtel, un hôtel Aymon, l'hôtel Aymon. Ce nom de famille en fait est celui d'une famille originaire d'Aubagne, une famille française, une famille d'hôteliers installée à Tunis au XVIIIe siècle. C'est donc toute la richesse de cette partie de la ville de Tunis. La Médina est riche, c'est une Médina qui est classée au patrimoine mondial, comme on dit en langage commun, qui est une ville classée UNESCO. Et aujourd'hui, elle recèle de différentes richesses renvoyant à des époques et à des occupations sociales et humaines différentes. L'intérêt de ces hôtels consulaires aujourd'hui, c'est qu'ils nous renvoient à notre histoire diplomatique et à notre ancrage dans le temps, à notre ancrage aussi dans l'espace méditerranéen et à l'ancrage dans un espace qui peut paraître abstrait mais qui est l'espace des relations internationales et l'espace des relations diplomatiques. Et après, ça va devenir le presbytère de l'église Sainte-Croix, quand les chrétiens, grâce au contraf, au financement du contraf et à la générosité du bey, vont avoir un immense... Et le clocher, par contre, va être réalisé au tout début du XXe siècle. C'est l'une des toutes premières utilisations en Tunisie du béton armé préfabriqué. Alors, nous sommes sur les terrasses de l'ancien consulat général d'Espagne, fondé en 1792 à Tunis, et on a une vue extraordinaire sur l'ensemble du quartier consulaire, car on est au cœur de ce quartier, au cœur de ce patrimoine. Alors, qui dit consulat dit sujet européen présent à Tunis, à l'époque où Tunis est une régence, mouradite puis hosséinite, une régence ottomane, et on a un exemple extraordinaire d'architecture, d'hôtel particulier européen à Tunis du début du 19e siècle, notamment le Palais Raffo construit autour de 1840. Vous le voyez, alors le Palais Raffo a été construit par le comte Raffo. Le comte Raffo a assumé des fonctions qui correspondraient aujourd'hui à celles de ministre des Affaires étrangères de la Régence de Tunis. C'est donc un hôtel particulier de la tradition turinoise avec un mobilier baroque génois du début du 19e que nous allons avoir dans ce palais. Alors aujourd'hui, son état fait qu'on s'interroge, l'apparence extérieure fait qu'on s'interroge sur son état, mais il faut savoir que c'est un bâtiment qui est extrêmement bien entretenu, qui appartient toujours aux mêmes familles, non pas des héritiers Raffo, mais des héritiers d'une famille juive livournaise qui a racheté le palais aux descendants Raffo, et qu'en réalité, si le bâtiment n'est pas enduit aujourd'hui, c'est qu'il n'a jamais été enduit. Le comte Raffo croyait au mauvais œil et craignait le mauvais œil, et donc devant tant de beauté intérieure, il a décidé de donner à son palais un aspect extérieur abrupt, faisant croire qu'il était à court de moyens pour finaliser ce palazzo. Le masque, ça a été refusé. Donc c'est le plafond d'origine qui est entièrement bois et qui a été maintenu. Alors le souci bien sûr, c'est que là par défaut d'entretien, avec le ruissellement, etc., il est en train de se dégrader. Nous sommes à l'entrée
dans la driba du consulat de France, de l'ancien consulat de France, le Fondouk des Français, qui est à l'origine un bâtiment réservé à l'hébergement des négociants français et au stockage de leurs marchandises, et plus tard qui accueillera quasiment immédiatement en réalité le consul de France ainsi que les fonctionnaires de la chancellerie consulaire. On voit aussi des restes de la fonction défensive du bâtiment. Par exemple, sur les portes, on observe des clous à tête de diamant, à pointe de diamant, dont la fonction était de protéger la porte, de la renforcer pour empêcher que le bâtiment ne soit investi. On voit ici les restes de cloutage, mais surtout une forme d'armature qui est faite pour renforcer la porte, qui devait servir à protéger le quartier en cas de guerre, en cas d'insurrection, mais aussi dans les cas de peste. Les Français étaient enfermés dans leur fondouk et nourris uniquement de l'extérieur. L'imbrication des consulats dans le quartier consulaire est telle qu'en réalité ces consulats sont à la fois des bâtiments voisins mais aussi des bâtiments qui se chevauchent. Donc nous venons de voir, nous avons à votre gauche la porte monumentale de l'entrée du consulat d'Allemagne, fondé comme consulat général impérial d'Allemagne en 1871. Et juste avant, nous avions le consulat des Pays-Bas, qui lui a gardé la typologie traditionnelle de caravansérail d'Orient avec une cour et des galeries latérales. Alors ce calme et ce silence peuvent nous impressionner et doivent nous impressionner car nous sommes au cœur de la Médina de Tunis. En fait, pas exactement, nous sommes plutôt en lisière de la Médina de Tunis. À Beb Cartagena, c'est une porte monumentale de la Médina centrale qui a disparu. Et nous sommes dans le Campo Santo, c'est-à-dire le cimetière protestant de Tunis. Ce cimetière va être établi sur une portion de terrain, une parcelle qui va être offerte à la communauté protestante sous protection anglaise par l'un des beys mouradites. Et c'est à cet emplacement en fait, que vont être enterrés les représentants de la communauté protestante, qu'ils soient danois, suédois, français, anglais, écossais, qui vont être enterrés à Tunis, que ce soit des marins de passage, des voyageurs, des diplomates, des consuls, des personnes dont la destinée a fait que leur vie s'est terminée ici à Tunis. Et en réalité ici, donc, on a énormément de pierres tombales de consuls protestants, c'est-à-dire que beaucoup de consuls vivaient à Tunis, étaient nommés à Tunis, mais généralement ils y mouraient, et certains étaient remplacés même par leurs propres enfants, par leurs propres fils, parce que c'est une fonction masculine au XVIIIe et XIXe siècle, qui les remplaçait dans cette charge. On a l'exemple de la famille Rönnling. Les Rönnling sont des consuls suédois qui à l'origine étaient des marchands suédois établis à Londres et qui après, vu leur connaissance de l'Orient et vu leur connaissance des affaires, seront nommés à Tunis au XVIIIe siècle. Donc en 1738, c'est Rönnling qui sera le premier consul de Suède à Tunis. Donc nous sommes devant le monument funéraire de John Howard Payne. Alors John Howard Payne, c'est un consul des États-Unis d'Amérique à Tunis, un consul général qui va officier plusieurs fois à Tunis pour représenter sa nation au début du XIXe siècle. Tunis est l'un des premiers postes consulaires américains au sein de l'Empire ottoman. La particularité, c'est que John Howard Payne est aussi un auteur et un poète, et on lui doit notamment Home Sweet Home. Alors pour être protégé, un patrimoine doit être reconnu, et pour être reconnu, doit être connu. Qu'est-ce que ça veut dire un patrimoine connu? C'est un patrimoine que l'on a identifié. Donc ce que l'on vient de voir, cet ensemble de bâtiments, d'hôtels consulaires, de fondouk, de boutiques, d'hôtels particuliers sur le modèle européen, sont constitutifs de ce qu'on appelle un patrimoine consulaire, c'est-à-dire un patrimoine propre à une partie du quartier de Tunis, à une partie de Tunis, à un quartier qui a ses qualités propres, et qui représente et qui relève autant du patrimoine matériel que du patrimoine immatériel. Aujourd'hui, bien sûr, non seulement ce patrimoine n'est pas connu, mais en plus ce patrimoine est menacé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il fait l'objet de déprédations qui sont en train de l'effacer. Et avec lui, on craint que c'est toute la mémoire diplomatique et consulaire de Tunis qui risque de disparaître à jamais.